Il y a de cela une année, Informatique sans frontières faisait ses débuts. C'est pour commémorer cet événement qu'un webinaire a été organisé ce vendredi 11 juin 2021 à 16h, heure d'Afrique centrale et minuit, heure du Japon, sur le thème « La révolution informatique et numérique, une chance pour l'Afrique ». Du Japon au Cameroun en passant par la Côte d'Ivoire et le Tchad. Les passionnés d'informatique font l'état des lieux du numérique en Afrique. Nos partenaires japonais ont également profité de l'occasion pour dire un mot sur la numérisation du processus d'admission aux universités du Japon où sont prestés les cours d'informatique. Faute de vous mettre le débat en direct sur YouTube où plusieurs de nos abonnés nous attendaient, nous proposons ce replay pour vous permettre de revivre l'événement. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Tout dépendra de quel côté du globe vous vous trouvez, que ce soit au Japon, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Europe ou en Afrique australe. En tout cas, bienvenue à cette conférence où sur le thème la révolution numérique, une opportunité pour l'Afrique, une chance pour l'Afrique. Voilà. Donc ensemble, nous allons essayer un peu de répondre à cette question et peut-être répondre également à une autre question de savoir pourquoi est-ce que la révolution du numérique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication ne porte-t-elle pas des fruits comme elle porte ailleurs dans le monde. Et donc, je vais commencer ma présentation par une clarification des concepts parce qu'il faudrait bien qu'on s'accorde sur les concepts qu'on utilise afin de mieux se comprendre. Dans quel sens est-ce qu'on doit comprendre la révolution, dans quel sens est-ce qu'on doit comprendre l'opportunité, la révolution numérique, ainsi de suite. Donc, la première partie sera essentiellement consacrée à la clarification des concepts. Ensuite, nous allons faire l'état des lieux. L'état des lieux va nous permettre de voir qu'est-ce qui s'est fait déjà, c'est-à-dire au niveau des accès aux ressources, à quel niveau est-ce que l'Afrique se trouve par rapport aux autres, au reste du monde, dans les administrations, comment est-ce que cette technologie est exploitée ou pas, ou peut-être pas suffisamment, dans le monde des affaires, dans l'industrie, etc. Ensuite, nous allons présenter les opportunités inexploitées. Les opportunités inexploitées en Afrique que les nouvelles technologies nous permettent pourtant de voilà. Et il y aura beaucoup de choses à dire là sur ça parce que avec les nouvelles technologies, on n'a vraiment pas besoin des grandes industries, ainsi de suite. Non. Juste pour donner du coup, je dirais que par exemple, les entreprises technologiques comme Facebook ont des chiffres d'affaires qui dépassent les industries, par exemple Coca-Cola qui existait depuis des centaines d'années. Voilà. Donc voilà, un petit travail qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Donc, le tout c'est de mettre en place un logiciel et puis voilà, ainsi de suite. Donc qui nécessite peu de ressources, juste son cerveau et son ordinateur et on change le monde. Ensuite nous allons voir quelles sont
sont les perspectives, quelles sont les lueurs d'espoir, malgré que l'état des lieux nous permettrait effectivement de nous rendre compte qu'on n'exploite pas suffisamment cette opportunité, mais on va également voir au niveau des perspectives et les lueurs d'espoir que, bon, il y a de l'espoir, voilà. Donc, parlant de la révolution, donc c'est un mot polysémique, donc nous allons comprendre ça dans l'acception suivant laquelle, suivant en tout cas le dictionnaire le Robert, qui dit que c'est un ensemble de changements extraordinaires qui arrivent dans le monde. Donc, la révolution serait donc marquée par une grande mutation. Voilà, ça, c'est dans ce sens qu'on doit comprendre la révolution. Donc, une grande mutation, un changement extraordinaire. Ensuite, l'opportunité. L'opportunité, je ne veux pas dire exactement ce qu'est l'opportunité, en tout cas pour cette présentation, mais je dirais quelle est la principale caractéristique de l'opportunité dans le sens que je veux présenter ici. L'opportunité est fortement marquée par le temps. Okay? C'est le kairos, le mot idéal pour caractériser ça, c'est le kairos, c'est le moment favorable. Donc, l'opportunité est à saisir ici et maintenant. Une fois que ça passe, même si tu cherches à saisir ça et même si tu saisis, ça n'aura plus suffisamment d'impact. Combien de milliers de personnes aujourd'hui sont capables de créer des Facebook, des WhatsApp, okay, de créer un code qui fonctionne exactement comme Facebook, comme WhatsApp. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir détrôner WhatsApp ou Facebook? Non, c'est pas possible. Ou en tout cas, ils auront à faire beaucoup de campagnes de communication. Donc, à chaque chose à son temps, c'est-à-dire au moment où l'opportunité se présente, il faut la saisir. Donc, il faut comprendre l'opportunité dans ce sens. Et donc, la révolution numérique ou la révolution digitale peut donc se comprendre comme un ensemble de bouleversements induits par le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et donc lequel se matérialise par la dématérialisation des systèmes communicationnels analogiques en vogue dans les siècles précédents. Et donc, le plus important de cette révolution est dans la démocratisation de l'autoroute de l'information et de la communication qui n'est autre que l'Internet. Donc, il faut rappeler qu'à l'origine, voilà, l'Internet était une chasse gardée des militaires. Donc, c'était d'abord à l'usage de l'armée américaine et petit à petit, ça s'est démocratisé comme moyen de communication qui n'est vraiment autre qu'une interconnexion des terminaux qui communiquent à travers le protocole IP. Donc, ce qu'il faut retenir de la révolution numérique, c'est qu'il y a deux points qui seront mis en exergue ici. D'abord, le développement de l'informatique comme moyen de traitement automatique de l'information. Il y a ça. Donc, que ce soit dans son aspect matériel ou logiciel, et la démocratisation de l'accès au réseau mondial de communication. Voilà. Donc, c'est les deux aspects qui marquent vraiment la révolution du numérique. Donc, l'accès au réseau aussi, ici, nous présente en fait l'état des lieux sur l'accessibilité aux ressources Internet à travers le monde et par pays. Comme vous pouvez le voir, l'Afrique est un peu en retard. Tout ce qui est en vert représente moins de 10% de la population qui a accès à Internet. Tandis que si vous voyez ici en Amérique du Nord, c'est carrément nous avons supéré à 90%. Mais il convient de retourner dans le temps pour voir comment est-ce que ça évolue. Donc ici, nous avons, voilà. Donc ici, nous avons l'évolution de l'accès à la connexion Internet depuis 2000 jusqu'en 2017. Donc vous voyez que l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine étaient complètement vert, c'est-à-dire qu'il y avait moins de 10% de la population qui avait accès. Quand on arrive en 2005, l'Amérique latine se démarque, la Russie se démarque, la Chine restait un peu comme c'était,
Au Japon, on a déjà près de 50. Quand on arrive en 2010, presque tous les pays du monde se démarquent, sauf l'Afrique. Bon, on voit quelques pays de l'Afrique australe et de l'Afrique du Nord qui se démarquent également, mais c'est un peu, un peu dictatorial ou bien, je ne sais pas. Donc, ces réseaux, l'Internet est devenu comme une menace au pouvoir en place, ce qui fait que, limiter l'accès à Internet, c'est garantir une originalité au pouvoir. Donc, c'est ce que je peux dire sur l'état des lieux au niveau des réseaux, de l'accès aux réseaux. Maintenant, au niveau de la digitalisation. Donc, la digitalisation ici, disons que c'est à quel point est-ce que, par exemple, au niveau de la population, au niveau des administrations ou bien dans le monde des affaires, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on utilise l'informatique. Donc, au niveau de la population, l'utilisation est très timide. Et dans la plupart des temps, l'informatique est utilisée juste à but de divertissement. Tu vas voir quelqu'un qui va rester scotché sur le réseau de 6h à 18h en train de suivre, je ne sais pas, des comédies, bien des résumés des matchs et de suite. Mais rares sont ceux qui vont aller pour pouvoir se cultiver parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de ressources sur le réseau. Au niveau des administrations, c'est également très timide parce que, voyez-vous, tu établis un document officiel, tu ne sais pas si c'est déjà disponible ou pas. Donc, pour être sûr, il faut te déplacer. Et généralement, nous sommes dans des pays souvent très centralisés, tout est centralisé à la capitale. Si tu es à la périphérie, ce n'est pas évident. Donc, alors que si la digitalisation est entrée dans les administrations, tu peux rester partout où tu veux, où tu es, et tu as accès au réseau. Alors, quelques exemples que j'ai vécu, je devais aller faire le test de coronavirus. Je l'ai d'ailleurs fait et je devais aller récupérer mon résultat. Nous étions une centaine en train d'attendre nos résultats. C'est-à-dire qu'on avait plus de risques à contracter le virus en allant faire le test qu'en restant même à la maison. C'est grave ce que j'ai dit, mais si on prête vraiment un peu d'attention, on se rend compte que c'est le cas. Parce qu'on va aller s'agglutiner en train d'attendre, alors qu'on pouvait poster des résultats en ligne et chacun a son code et il part télécharger juste son résultat, comme ça se fait par exemple ici en Côte d'Ivoire. Mais dans un autre pays, ça ne se fait pas. Il faut aller attendre et généralement dans les salles d'attente, il y a seulement 2 ou 3 chaises. Et voilà, les autres, vous restez debout. Donc, vous perdez votre temps, vous perdez tout et tout. Donc, dans le monde des affaires, c'est pas également ça. Et quand je parle de l'état des lieux, franchement, peut-être que je n'ai pas délimité géographiquement, mais je parle de l'Afrique subsaharienne, où vraiment ça ne décolle pas. Vous avez vu ici, l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment l'odeur. C'est vraiment l'odeur dont on patine entre 20 à 30% de la population qui a accès au réseau. Donc, disons que l'état des lieux est très mitigé et que l'accès au réseau n'est pas vraiment ce qu'on attendait. S'il est vrai que l'Internet, comme tel, a été démocratisé déjà depuis les années 90. Alors, quelles sont les opportunités inexploitées ici en Afrique? Alors, l'Internet, du point de vue de la connectivité, nous avons l'Internet comme une source de savoir inestimable. Il existe des milliers et des milliers de sites
Internet spécialisés, des sites pédagogiques, qui sont spécialisés dans des domaines précis et spécifiques, et où les gens devraient vraiment s'abonner pour pouvoir puiser des savoirs. Je vous assure, peut-être que ce que je vais dire est dangereux, mais on doit apprendre à tout faire sur l'Internet, tout, même, bon, et c'est d'ailleurs là où l'intervention Urbain peut recadrer les choses pour savoir qu'est-ce qu'on va chercher sur le net, justement, parce qu'il y a tellement de bonnes choses et même les mauvaises. Donc, il faut une certaine éthique, une certaine morale pour pouvoir baliser nos recherches sur le net. Mais il faut le dire, il y a beaucoup de contenu très intéressant. Il y a des sites des universités qui postent des cours en ligne, etc. Nous avons des chaînes YouTube qui distillent le savoir à longueur de journée. Moi, j'étais très impressionné par la passion de l'informatique sans frontières à distiller le savoir informatique depuis le bas, B à bas, jusqu'au niveau du développement des systèmes et des applications. C'est vraiment encourageant. Et savoir qu'il y a des milliers et des milliers de chaînes YouTube comme ça, c'est, à la limite, on peut dire qu'on dépense même beaucoup d'argent pour rien dans certaines écoles, alors qu'on a des savoirs toujours et déjà disponibles. Bon, je ne dis pas que les écoles et les universités ne sont pas importantes, mais c'est pour mettre surtout en exergue le fait que l'Internet regorge des ressources inestimables. Ensuite, nous avons des opportunités d'un commerce dématérialisé. Alors, le e-commerce, c'est vraiment une opportunité à saisir. Et c'est là où je reviens sur le sens du mot opportunité. Quand vous voyez les plus riches du monde, Jeff, qui est le PDG de Amazon, donc, il est passé à plusieurs reprises le plus riche d'Amérique. Tantôt, il est déclassé par le monsieur de SpaceX, ainsi de suite. Mais il est parmi les meilleurs de toutes les façons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le e-commerce. Nous avons Jack Ma en Chine, mais il fait quoi? Il fait le e-commerce. Donc, le e-commerce, ça présente des opportunités inestimables. Et peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir même 10 supermarchés virtuels sans avoir un seul stock de produits dans ton magasin. Tu as juste une plateforme où tu postes les produits déjà, et quand on commande, c'est toi qui pars livrer, tu as des livreurs. Quand c'est bien organisé, ça te fait du fric, comme tu ne peux même pas imaginer. Si tu prends un seul exemple, si tu as une commission de, je ne sais pas, de 5% sur chaque produit, alors que par jour, il y a 1000 produits qui est acheté, tu peux imaginer dans combien de semaines tu vas devenir un milliardaire. Donc ça, c'est quelques exemples où, et de toutes les façons, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par le e-commerce, je crois que Eric est suffisamment outillé et déjà il a commencé des tutos sur la conception des sites de e-commerce, et j'encouragerai tous ceux qui sont intéressés à le contacter pour voir comment concrétiser des projets dans ce sens. Ensuite, nous avons l'industrie du divertissement. Je n'encourage pas trop ça, mais il faut dire que ça donne. Il y a des gens qui font des contenus de divertissement, ils postent ça en ligne, et puis voilà, à la fin, ça nourrit son nom. Ça produit quelque chose par nombre de vues ou par nombre d'abonnés. Donc, je ne développe pas ça trop. Ensuite, nous avons l'entrée dans le marché des applications. Alors, c'est peut-être l'occasion pour l'Afrique de pouvoir rattraper son retard sur l'Occident. Vous voyez, nous avons des entreprises comme Coca-Cola ou bien BMW, c'est pas Boeing. Ce sont des entreprises qui mettent en jeu du matériel et des connaissances très très pointues dans tous les domaines d'ingénierie. Mais l'entreprise la plus en vue n'est pas surtout Coca-Cola, okay? Peut-être pas Airbus ni Boeing. Mais regardez Facebook.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelques étudiants étaient dans le champ, ils ont développé une application, tout le monde a été se connecter, ils récupèrent les données des utilisateurs, ils revendent ça aux entreprises commerciales, et puis ces entreprises envoient des publicités ciblées qui incitent la population, en tout cas les clients, à acheter, souvent même de manière inconsciente. Donc vous voyez, une petite application, Facebook c'est rien du tout. Moi et quelques-uns de mes camarades de classe, si on décide, en un mois, on peut prendre une application comme Facebook ou bien comme WhatsApp. Mais encore une fois, le concept d'opportunité revient. Une fois que quelqu'un a saisi l'opportunité au bon moment et a pu intéresser un grand nombre, pour que tu viennes le déloger de son marché, il faut te réveiller très tôt. Il faut faire des campagnes médiatiques terribles pour pouvoir intéresser les gens. L'année dernière, j'étais encore à Douala, où un gars développait une application un peu comme WhatsApp, un peu comme Telegram. C'était très beau, on n'avait rien à envier à WhatsApp. On a fait des campagnes de communication, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce que les gens sont scotchés de l'autre côté. Ils ont tellement de contacts pour les détacher de là-bas et revenir. C'est très difficile. Donc, encore une fois, c'est une occasion de rattraper nos retards parce que ça ne nécessite pas des connaissances extraordinaires. Apprendre à développer une application, c'est en un mois, tu te concentres, tu apprends le développement, tu connais un seul langage informatique de développement, tu peux apprendre tous les autres en une semaine, et faire des choses de merveille. Ça ne nécessite pas d'avoir des connaissances en physique nucléaire, en matériaux, en physique, je ne sais pas de quoi, des particules. Non, pas besoin, pas besoin. Tu ne modélises pas à un truc physique. Non, tu crées juste une application et si beaucoup de personnes viennent l'utiliser, tu récupères le données, tu vends. La vente des données, c'est ce qui fait l'argent d'Amazon, de Facebook, de Google. Et récemment, vous avez vu le problème avec la fusion, en tout cas le rachat de WhatsApp par Facebook, et Facebook menaçait de récupérer les données des utilisateurs WhatsApp pour pouvoir à des fins publicitaires et tout ça. Après, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est presque l'unique manière de faire fructifier et de rentabiliser leur application, la vente des données. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'opportunités inexploitées. Je sais que c'est trop dit. Ça ne nous nécessite pas beaucoup de connaissances, juste un peu, et puis voilà. Par exemple, pour faire un site de e-commerce, on n'a pas besoin d'être un informaticien. On peut tout simplement demander à un développeur de créer une boutique en ligne, tu postes tes produits et tu te fais du fric comme il n'est pas permis. Alors, les lueurs d'espoir, je ne veux pas être trop pessimiste, mais il y a quand même ces dernières années une ouverture des grandes écoles d'ingénierie en informatique, même si on est toujours à la traîne, c'est-à-dire souvent les programmes des cours qui sont distillés là-bas, ce sont des cours qu'on donnait peut-être dans les années 2005, 2000 même en Occident. Ce qui fait que ceux qui sortent de là n'ont pas toujours des technologies récentes. Bon, il y a quand même quelques universités ou écoles d'ingénieurs qui se distinguent et où ça peut être compté comme des voies d'espérance dans le retard que nous avons de la révolution digitale à passer. Alors, il y a également une certaine prise de conscience civile de la part des dirigeants quant à l'importance du numérique dans le tissu économique. Donc, on parle quand même ici et là, on voit voilà, la digitalisation, ils encouragent ça, mais pour une fois dans un ou autre pays, le Cameroun ou bien au Gabon, c'est vraiment encore, c'est dans le discours politique. Bon, le discours politique reste de
également un esprit politique. Mais ne soyons pas trop pessimistes, espérons que les choses vont également évoluer positivement dans ce sens. Alors, il y a également une émergence d'une génération de passionnés en informatique qui vulgarise le savoir et le savoir-faire informatique avec des moyens de bord. Et c'est peut-être encore le lieu, une fois de plus, de féliciter Informatique sans frontières pour son initiative. Il fait ça d'abord pour sa délectation personnelle, parce qu'il l'aime, et tellement qu'il l'aime, il partage avec les autres. Il prend son temps pour partager avec les autres, jusqu'à créer ce forum de discussion et cette conférence sur l'outil. C'est intéressant. Et il y a comme ça plusieurs en Afrique, ce qui nous fait dire qu'en fait, il y a de l'espoir quant à un avenir radieux du point de vue de la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information. Donc, je voudrais m'arrêter ici. Des questions me permettront d'aller encore en profondeur de mes recherches et de partager avec vous le fruit de ce que j'ai disponible pendant que je préparais la conférence. Donc, je vous remercie et nous passons la parole à l'intervenant suivant. Voilà, donc il y a entre-temps des personnes qui nous ont rejoints, à savoir Flora qui est le concierge, n'est-ce pas? Bien, je vais laisser la parole à Flora qui va la donner ensuite à l'intervenant suivant. Bonsoir, j'espère que vous m'écoutez. Voilà, je tiens déjà à m'excuser pour le retard. Je suis Flora et nous sommes en train de parler de la révolution numérique, une chance pour l'Afrique. Alors, merci à Fulbert Laudouel pour la brillante présentation. Nous rappelons que les questions seront posées à la fin. Donc, je vais rapidement passer la parole à Toby Urbain pour nous parler du côté éthique et moral. Donc, lorsque nous allons sur Internet, qu'est-ce qui peut nous motiver à rester concentrés sur nos objectifs pour ne pas s'égarer? Je passe donc passer la parole à M. Urbain. Voilà, merci beaucoup pour la parole. J'espère que vous me recevez. C'est juste pour m'assurer. Alors, il ne s'agit pas de l'éthique systématique. Hein. Nous allons juste revenir sur quelques cas pratiques pour nous aider à prendre conscience sur les dérives éventuelles qui accompagnent la numérisation. Excusez ma voix. Donc, vous voyez, essayez de regarder juste le nombre de participants maintenant. Et comparer avec, je ne sais pas quoi, un direct de Edoxiao avec Grand P, ou bien un direct d'un certain Bravado, vous voyez, la différence est nette. Ça veut dire que nous sommes entrés dans l'ère du divertissement. Et les industries numériques sont devenues techniquement des industries de divertissement. Donc, s'il faut mettre des barrières éthiques dans l'accompagnement de la digitalisation de l'Afrique ou du monde en général, ces barrières devraient normalement concerner et en priorité la canalisation de l'utilisation rationnelle du temps. Donc nous sommes tous informés du proverbe qui dit que le temps c'est de l'argent. C'est simplement parce qu'un temps, s'il est économisé et réinvesti rationnellement, va porter des fruits qu'il a rationalisé, qui a rationalisé son utilisation. Alors, mon intervention, comme je l'ai dit, n'est pas de l'éthique systématique, mais des garde-fous. Essayer de mettre un peu la lumière sur certains garde-fous qui peuvent être érigés pour bien accompagner l'utilisation des nouvelles technologies d'information. Le premier point concerne ce que j'appelle la non-busification et la non-diversification du web. Donc, j'entends par busification la recherche tous azimuts du buzz et la diffusion des contenus sensationnels, mais purement sensuels. C'est-à-dire ça n'a pas de consistance épistémologique, si je dois ainsi m'exprimer.
ça n'a pas de consistance du point de vue de production des savoirs. Et donc de l'avancée du monde dans la bonne direction, l'avancée dans la prise en charge de nos réalités. La diversification, quant à elle, s'entend ici comme le fait de s'épancher, c'est-à-dire de parler longuement sur des faits divers, et de dire à tromper grand P ou bien grand P sorti avec une autre fille, et ainsi de suite. Ça, c'est le divers. Donc, c'est la diversification. C'est un concept que j'ai consacré juste pour cette intervention. Nous devons donc mieux utiliser les NTIC. Il faut arriver à plaider contre la diversification, afin de mieux canaliser les distractions qui nous accompagnent dans ce sens. Et c'est en cela que le numérique peut devenir une opportunité. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois aussi la connexion, je vois Yamasaki Eri, ça c'est un personnel administratif à l'université de Sofia où j'ai été. Elle a accompagné les étudiants ici à Yaoundé. Je pense qu'elle a fait aussi une expérience en Afrique du Sud et ainsi de suite. Bon, donc bienvenue, mais c'était aussi pour inviter ceux qui viennent d'arriver à muter, c'est-à-dire à désactiver leur micro pour ne pas créer des interférences. Alors, Fulbert a souligné dans sa présentation que beaucoup de jeunes consacrent du temps sur les divers, sur ce qui n'a pas d'importance. Alors que souvent les gens, c'est un exemple, souvent les gens viennent te poser une question, comment on fait pour justifier un texte par exemple. Moi, je trouve ça bizarre, ça me fait rire. Je dis, mais la même personne est capable d'utiliser peut-être toute la journée des centaines et des milliers de 100 gigas ou de 100 mégaoctets pour regarder les contenus sur le web. Mais cette même personne est incapable d'aller peut-être sur Google pour écrire quelques mots-clés, justification d'un texte ou bien alignement à gauche. La personne est capable de faire ça. Donc, c'est un grave danger, et il faut donc qu'on se prémunisse par rapport à cela. Le numérique, en fait, le développement du numérique, c'est une sorte de démocratisation du savoir. C'est-à-dire le savoir n'est plus dans des grandes bibliothèques, il faut payer des sommes énormes pour avoir accès. C'est-à-dire à partir de mon petit terminal, à partir de mon téléphone, je suis capable d'avoir accès à tous les savoirs du monde. Je suis capable d'avoir accès à des articles intéressants qui sont produits à Harvard University ou bien à Sophia University, et puis c'est de manière instantanée. Il y a même des conférences, qui se tiennent dans des grandes institutions auxquelles on ne peut même pas rêver y être, mais qui sont divulguées en ligne. Mais est-ce que nous prenons le courage et l'opportunité d'aller écouter ces conférences qui peuvent nous édifier sur plusieurs points et nous préparer à un avenir radieux pour notre continent. Donc voilà un peu les points sur lesquels nous devons travailler. Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas un panacée. Nous sommes pas en train d'administrer des médicaments, mais nous sommes en train d'inviter à l'éveil de la conscience. Le deuxième point concerne la non-dilution ou la non-dissolution des règles ou normes administratives. Donc, c'est un garde-fou important qu'il faut souligner parce que avec le numérique, il y a la spontanéité. On peut partager facilement les contenus en ligne, on peut partager facilement les contenus avec ses contacts. Mais dans cette diffusion, on peut partager les informations sensibles. On peut partager les informations sensibles qui peuvent être préjudiciables pour toute une communauté, pour tout un pays ou bien pour tout un continent. Comme en guise d'exemple, il y a quelque temps, la police nationale du Cameroun, je crois, a prévu de faire une sortie sur le terrain pour mettre de l'ordre dans certains quartiers. Et avant que l'opération ne commence, tout le monde est informé. C'est arrivé sur les WhatsApp là. Désormais, il faut circuler avec vos pièces d'identité parce que de telle heure à telle heure, on va faire les raquettes, on va faire le toilettage dans tel ou tel quartier, les rafles, voilà. On va faire les rafles dans tel ou tel quartier. Alors, vous voyez ce que ça produit comme contre-résultat. On entend résoudre un problème de sécurité
Et on se retrouve avec le même problème qui persiste parce que les individus ont pris sur eux de partager les informations sensibles. Il faut donc attirer l'attention par rapport à cela. Et en même temps, donc, j'embraye sur le dernier point qui concerne les fake news. C'est devenu vraiment une catastrophe dans notre société actuelle. Donc, la spontanéité, on veut partager, on veut mettre les autres à la une. Donc, dès qu'une information atterrit dans notre téléphone, il y a des gens qui ne finissent même pas de lire l'intégralité de l'article ou l'intégralité de l'information qu'ils ont déjà commencé à partager, à envoyer à 5 personnes, à envoyer à 10 personnes. Et imaginez comment le cercle s'agrandit plus facilement. Donc, c'est voilà un peu un autre point sur lequel aussi il faut attirer l'attention parce que ce sont des problèmes à la fois éthiques et administratifs. En fait, je voudrais parler donc les fake news. Alors, quand vous faites face donc à une information, ça c'est une proposition, il faut faire preuve de retenue. Il faut aller fouiller les sources. Est-ce que cette information est fiable? Faire une contre-expertise, chercher les sources opposées pour savoir est-ce que ça concorde avant de pouvoir divulguer. Donc, voilà. Je viens de finir le dernier point. Donc, mais de manière globale, il ne faut pas voir le numérique comme une solution magique. Il n'y a pas de solution magique. Souvent, j'essaie de faire une séparation entre chance et opportunité. C'est peut-être une définition abstraite, une séparation abstraite, mais l'opportunité ne devient chance que quand elle est actualisée. Donc, avec le numérique est clairement une opportunité que l'Afrique peut saisir. Voilà, ça c'est l'état de latence, une possibilité. Maintenant, cette possibilité va devenir chance dans la mesure où les jeunes africains arrivent à s'approprier de manière responsable l'utilisation des NTIC. Donc, que je ne passe pas le clair de mon temps à regarder les contenus qui n'ont pas de sens, qui ne me donnent pas des éclairages par rapport à ce que je fais. Si je suis un administrateur, qu'est-ce que je fais au quotidien pour améliorer les services que je procure aux autres? Si je suis un étudiant, est-ce que j'investis mon temps rationnellement pour profiter de la connaissance que le net peut me procurer? Donc, voilà un peu de manière ramassée ce que je peux dire par rapport au volet éthique qui doit impérativement accompagner l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication. Voilà, j'en ai fini. Alors, merci, Monsieur Urbain, pour votre brillante présentation. Je retiens déjà que le pont entre l'opportunité et la chance, c'est l'utilisation responsable du numérique. Voilà, avant de passer la parole au prochain intervenant, je vais rapidement rappeler ce que c'est que Informatique sans frontières. C'est une plateforme de partage des connaissances et Informatique sans frontières dispose d'une chaîne YouTube qui a environ 130 vidéos et un site internet www.sansfrontières.org, d'une application mobile en création qui va permettre qui va faciliter l'accessibilité à l'information. Et je tiens à rappeler que cette initiative pourra conduire à une start-up. Donc, le prochain intervenant, c'est Monsieur Takashi-san. You have the floor. Merci beaucoup. Just a moment, please. Here. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire. Encore, je suis Takashi Shoji, un membre du personnel administratif au centre d'admission à l'université de Tsukuba, Japon. Aujourd'hui, je vais parler de la procédure de candidature au programme enseigné en anglais à l'université de Tsukuba. En guise d'introduction, je voudrais vous montrer les buts de ma présentation aujourd'hui.
D'abord, je vais introduire la pratique de numérisation des procédures de candidature à l'Université de Tsukuba. Ensuite, je voudrais discuter si la procédure sans papier encourage ou non les étudiants étrangers à étudier au Japon. Ici, vous avez une petite présentation de l'université de Tsukuba. Elle est une université nationale du Japon avec 9 écoles et 23 collèges. Et nous sommes le numéro 9 parmi les meilleures universités du Japon selon le classement de Times Higher Education. Et comme vous pouvez voir la photo, nous avons le 12e campus universitaire le plus large au Japon. Et l'université de Tsukuba voudrait accueillir plus d'étudiants étrangers et nous avons des programmes offerts en anglais qui sont, par exemple, Undergraduate Program of International Social Studies, Interdisciplinary Program of Life and Environmental Sciences, Bachelor's Program in Global Issues, etc. Mais au Japon, de nombreuses universités exigent que les candidats envoient les documents originaux, documents physiques, quand ils postulent. Ce qui soulève quelques difficultés car ça coûte cher d'envoyer des documents physiques. 2, il faut beaucoup de temps pour faire parvenir ces documents. Et 3, avec la pandémie du Covid-19, certaines écoles ont cessé de délivrer des papiers physiques à leurs diplômés. Pour résoudre ces problèmes, nous sommes en train d'essayer de créer un système à travers lequel les candidats terminent leur procédure de candidature uniquement via Internet. J'ose croire que cette manière de simplifier les procédures permettrait à plus d'étudiants étrangers, notamment ceux du pays qui sont défavorisés par le système classique, de postuler pour des études dans des universités japonaises. Mais pour mieux profiter de cette procédure simplifiée, il faut maîtriser le numérique, de l'importance de s'en approprier à bon escient. Dans ce sens, nous saluons l'initiative et l'engagement de Informatique sans frontières qui vise à vulgariser l'utilisation du numérique au sein de la jeunesse africaine. Ainsi s'achève ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et nous avons le email adresse ici. Donc, n'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions sur l'université de Tsukuba ou sur l'éducation au Japon. Merci beaucoup.
très bonne présentation. Nous allons donner la parole à la modératrice. Donc, voilà, Takashi San a fait de très bons efforts. Il a parlé dans un français assez clair et nous le félicitons pour ça. Donc, voilà. Merci, monsieur Takashi. Je crois que c'est la phase des questions. Donc, la personne qui a une question désactive juste son micro et pose la question à l'intervenant pour répondre. Donc, il y a... So now it's time for questions and answers. If you have any question, you can raise your hand or you can start speaking. And if you understand the question, you have it's free, it's up to you if you want to enlighten the question by giving some answers. So it's not only those who speak, those who made presentation that can answer the question. It's basically open to all of us. So if you have any question or any answer or any information to complete the presentation, you can. It's time for this now. Donc, il y a aussi le système de questions en bas. En bas, il y a réaction. Donc, vous pouvez lever le doigt en bas et puis on va vous donner la parole. En attendant que les questions arrivent, j'ai un addenda à faire à ce que Togia a dit ici. Par rapport aux fake news, c'est vraiment un fléau qui mine nos vivre ensemble en société. Il y a une semaine ici en Côte d'Ivoire, une dame a publié une vidéo où on était en train de molester un jeune homme et elle a commenté. Donc, la vidéo même ne dit rien. Ça présente tout simplement qu'on est en train de taper quelqu'un. Mais elle a ajouté un commentaire comme quoi ce sont des Nigériens qui bastonnent un Ivoirien au Niger. Alors, comme je vous le dis, on a bastonné, saccagé et pillé toutes les boutiques des Nigériens à Abidjan. Après, quand on a vérifié la vidéo, il s'est avéré que c'était un terroriste qui était bastonné au Nigeria, c'était même pas au Niger. C'était donc une affaire entre les Nigériens. Aïcha, vous posez votre question juste après. Aïcha Yaya. Bonsoir à tous. C'est Nelson Sonné qui a la parole. Et je m'excuse le retard faute d'Internet. Je n'ai pas pu assister du début. Le début de ces webinaires. Donc, je n'ai pas pu suivre les interventions des uns et des autres. Je suis arrivé à la fin de la présentation de M. Togui et voilà. Mais j'ai quand même une question que j'avais préparée pour poser durant ce moment d'échange. C'est de savoir si sur notre continent, est-ce que l'informatique ou je ne sais pas, surtout je parle des réseaux sociaux, comme M. Togui a parlé de l'éthique, est-ce que l'Internet nous a surpris ou c'est nous qui ne sommes pas prêts pour utiliser cet outil qui aujourd'hui est en train de changer le monde. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'éclaircir sur ça. Est-ce que ça nous a surpris ou nous ne sommes pas prêts à l'utiliser? Donc, c'est un peu ça ma question. Merci. D'accord, on va rapidement prendre la question de Aïcha avant de procéder aux questions. Au Japon, il a dit que les inscriptions sont difficiles. Et de pouvoir envoyer les diplômes physiques. Demande d'envoyer le film, le moyen que nous connaissons, c'est la poste ou DHL, c'est à la poste traditionnelle. Donc, ça, c'est la réponse qu'il y a. Maintenant, comme la présentation de Takashi l'a souligné, beaucoup d'universités japonaises sont en train de chercher à simplifier les procédures. Parce que, imaginez un Africain, moi je prends mon exemple, si je dois aller étudier dans une université japonaise et qu'on me demande d'envoyer le document par DHL, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Parce que envoyer DHL là-bas, c'est cher. Si vous envoyez par la poste, ça prend plus de temps que prévu.
Donc, M. Takashi peut témoigner, j'ai raté, je voulais postuler pour un programme, mais j'avais une semaine à envoyer, à faire parvenir. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de postuler déjà en ligne. Mais en plus d'avoir postulé en ligne, il faut faire parvenir le papier physique pour confronter avec les informations que tu as remplies en ligne. J'avais une semaine, je ne pouvais pas faire. Donc, j'ai dû ignorer ma candidature pour entrer dans cette université-là. Donc, voilà un peu les moyens traditionnels. La poste et DHL, si vous voulez que ça aille vite. DHL est cher, pardon, et la poste est lente. Donc, c'est à vous de choisir en fonction de vos ressources. So I already answered the question, but the question from Aisha is, know that which are the means used to send like paper, physical documents in Japan when you apply, when people apply for universities in Japan. So my answer said that usually we can use Yubin Kyoku, or we can also use DHL, which is a service to send documents overseas. So if you have any information to add, you have the floor, Mr. Takashi or Mrs. Eri. Togi-san, thank you very much for answering to the question. Actually, I didn't understand well the question in French, but I have one thing to add to Togi-san's answer. Actually, last year, I asked some applicants from Cameroon about what they think about the way this Japanese system of application. I mean, requiring all the applicants to send a paper physical document. And the applicant's answer was that she knows some very intellectual and very good students gave up applying for Japanese university just because the sending physical document is very expensive for them. So this is one of the reasons I think introducing online application system can encourage the students in Africa to choose Japan for the place to study. Okay, thank you very much for those inputs. I don't know if Erickson has something to add. Otherwise, we answer the question from Sonny. Alors, pour la question de Sonny, je souhaiterais que Toki et Fulbert répondent successivement. Donc, la question c'était, est-ce que l'informatique a surpris les Africains ou les Africains ne sont pas prêts à utiliser Internet? Bon, à mon avis, si je dois parler, je pense que c'est plutôt le côté éthique de la chose et urbain est mieux placé pour répondre. Mais quand cela ne tient, si j'ai quelque chose à dire, c'est que quand on voit statistiquement les dérives arrivent également généralement avec des personnes à faible niveau d'instruction. C'est-à-dire, c'est soit on prend tout ce qu'on reçoit sur les réseaux sociaux comme étant des vérités et qu'on est obligé de les relayer. Et on est d'ailleurs fier d'être le premier à pouvoir relayer ça. Donc, il y a certaines personnes qui ont un esprit critique
où il y a des informations un peu invraisemblables et où ils vont d'abord chercher à vérifier ça. Donc du coup, dire que l'Internet nous a surpris, peut-être, c'est-à-dire on n'a pas le niveau requis pour entrer dans ce monde, mais on y entre quand même. Et du coup, on est submergé par des informations, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et du coup, on fait comme tout le monde. Donc, pour moi, afin de baliser, cadrer la balade sur le net, il faut également encourager les gens à aller à l'école. Parce que de nos jours, tu peux trouver quelqu'un qui utilise WhatsApp sans mettre pied à l'école, sans connaître un lire et écrire. Il utilise seulement les voice. Bon, je n'ai rien contre ceux qui n'ont pas fait l'école. Peut-être que c'est comme ça par malchance ou bien parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais il faut dire que, c'est-à-dire il faut une formation même. Ok, donc c'est-à-dire il faut un minimum d'éducation à l'usage en tout cas la balade sur le net. C'est-à-dire on ne se lève pas n'importe quand on parle. Parce que maintenant, de nos jours, le monde est marqué par ce qu'on appelle les deepfakes. Les deepfakes, ce sont des informations fausses, mais qui sont presque vraies. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir, même pour un spécialiste, il ne peut pas le savoir. Par exemple, tu peux voir comme ça un président en train de chanter, et tu te dis que c'est vrai, alors que c'est... Donc, c'est minutieusement préparé pour tromper. Et donc, dans ce sens, on ne se lève pas n'importe comment. Donc, d'une certaine manière, je dirais que ça a surpris un certain nombre d'entre nous. Donc, les spécialistes de l'électrique de la chose peuvent dire quelque chose. Ok, merci Fulbert pour la réponse qui prend déjà en compte une bonne partie de la question, de l'aspect technique de la question. Mais étant donné que notre frère Nelson est aussi fluent in English, we will ask him to ask the question in English so that our friends from Japan can understand and maybe they will bring some inputs. So after you ask the question in English, I will answer in French, and those who can answer in English, of course, can add their input. Yes, I'm present. Thank you. So I was saying that the question is to know if internet has surprised Africans, or Africans are not ready to use I can say a weapon, because we consider internet today as a weapon that you can either use to protect yourself or you kill someone beside you with it. So are we ready to use this weapon? Are we ready? Are we making good use of it? Or has it surprised us and we don't have the techniques to make use of it? So I wish to know, because from what Mr. Togi said about the ethics, internet ethics, we can really see or feel that somehow maybe we are not ready for it. So I don't know if the specialists can bring in. Donc voilà, merci pour la question qui a été traduite ou reposée en anglais. Il y a des grosses pluies maintenant à Yaoundé, donc je ne sais pas si vous continuez à m'entendre. So I was saying that we have heavy rain actually currently in Yaoundé, so that's why you can hear some voices around. You can hear some noises around. So we apologize for that. It's nature, our mother nature, so we will cope it with it. Alors, je pense que l'Internet ne nous a pas surpris en tant que tel, mais il y a un manque de volonté d'une utilisation responsable. C'est-à-dire, de la même manière que le téléphone est arrivé, parce que ce sont les courants qui se suivent, les nouvelles technologies d'information, de communication, ce sont des choses qui se sont suivies à intervalles. C'est vrai que le boom de WhatsApp et des réseaux sociaux, c'est un truc de 2-3 ans, mais bien avant, quand le téléphone a fait son irruption sur la scène sociale, et ainsi de suite, je pense que les gens avaient largement le temps de se préparer et de s'approprier de manière responsable, comme je le dis. C'est ce manque de volonté que moi je voudrais souligner. Il y a ce manque de volonté là. Et tout à l'heure j'ai donné l'exemple
le contraste qu'il y a entre un direct de Edoxy Yao et de Grand P. Ne me demandez pas s'il y a un problème avec le couple Edoxy Yao et Grand P. Et le webinaire que nous sommes en train de faire. Donc voilà que nous avons partagé l'information partout que nous allons faire un webinaire concernant l'usage des NTIC. Nous sommes combien maintenant à suivre ce webinaire? Les mêmes qui ne sont pas là sont en train de suivre, je ne sais pas trop, les directs ou les divertissements. Et ils vont venir plus tard te poser une question simple. Comment on fait pour justifier un texte dans Word? Comment on transforme un document Word en document PDF? Vous voyez, ce sont les questions que Informatique Sans Frontières a répondu avec la chaîne YouTube. Mais il y a ce manque de volonté-là. Donc, je ne dirais pas que c'est une surprise. Moi, le mot est là. Manque de volonté, manque d'engagement pour profiter à fond d'un outil de travail. Toi-même, tu as dit que c'est un outil, weapon. Weapon, c'est une arme. Mais si un outil, when a tool is not used, this tool can become a weapon to destroy. When you use tool, is to construct, is to build something nice. But when if you use weapon, is to make destruction, to make disorder. So, à l'état actuel, ce n'est pas encore tard que l'Internet puisse, ou bien les moyens de communication, que le numérique puisse être utilisé comme un outil, au lieu d'être subi, au lieu que nous la subissons comme une arme qui peut nous détruire. Et en réalité, c'est en train de tendre vers une arme à destruction massive. Donc, on a besoin de vraiment rééduquer les gens. C'est vrai que chacun achète son téléphone avec son argent. C'est comme ça qu'on va te dire au Cameroun, je porte mon pantalon, je suis debout, est-ce que c'est toi que ça sert? Donc, voici les problèmes que nous avons. Mais c'est aussi nous, c'est de faire des campagnes de proximité. Si je suis là à 2-3 personnes, moi quand tu viens, je ne sais pas trop, je suis avec un ami qui est tout le temps en train de suivre, je ne sais pas quoi, et qui est incapable de se prendre en charge épistémologiquement, je le réprime. Donc, si on fait cette campagne-là de proximité, on va aider nos frères et sœurs qui n'ont pas accès à l'éducation, à un haut niveau d'éducation, mais qui vont se rendre compte qu'en réalité, cet outil, je peux l'utiliser pour transformer ma société de manière positive. En guise d'exemple, je suis suffisamment long. J'ai mon petit frère avec moi, il ne connaît ni lire ni écrire. Bon, c'est trop dit de dire qu'il ne connaît ni lire ni écrire. Mais jusqu'alors, son programme quotidien, c'est de regarder les vidéos sur Facebook, les vidéos drôles, les comédies sur Facebook. Depuis un certain temps, je le force à regarder l'émission de comment c'est fait de National Geographic, un peu des choses comme ça, pour voir, parce qu'avec l'image, même s'il ne comprend pas les mots, avec l'image, il peut savoir comment on fait ceci, comment on fait cela. Ça le prépare d'une certaine manière, je ne sais pas trop, à la vie mécanique, un peu des choses comme ça. Donc, ce sont des exemples qu'on peut développer comme ça pour aider nos frères et sœurs à mieux utiliser l'outil numérique. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Eva. Je souhaite revenir sur un aspect. Et forcément, après ce que je vais dire, une petite question va découler pour Hubert. Je souhaite revenir sur l'aspect divertissement. Déjà, moi, par exemple, j'ai fait marketing et je pense que le divertissement est important sur le numérique dans la mesure où ça permet, par exemple, de vendre. Si je reviens sur le cas Edoxy Yao et le Grand P, et moi, je me place du côté, je me positionne comme un commerçant, tu vois. Je ne trouverais pas que ce qu'ils font est une mauvaise chose si ça me rapporte des clients. Ou alors si ça me permet, par exemple, d'élargir mon carnet d'adresses ou encore d'avoir plus de clients, de prospects, etc. Et toujours en restant sur le plan de divertissement, pour quelqu'un comme Fulbert qui est un développeur, forcément fait des programmes ou développe des applications mobiles, certaines personnes qui font la même chose que lui, programment des jeux, qui reste une application de distraction, de divertissement, qui forcément, qui forcément attire beaucoup de jeunes, par exemple, sur le numérique. Pour lui,
C'est quelque chose avec qui il peut gagner sa vie, vous voyez. Je pense que dire que le divertissement sur Internet est mauvais, c'est un peu exagéré. Je préférerais que tu insistes sur le fait qu'utiliser Internet de façon optimale est importante. Mais on ne peut pas se passer du divertissement. On ne peut pas éradiquer le divertissement sur Internet en estimant que c'est la meilleure façon d'amener les Africains, par exemple, à mieux s'éduquer ou alors à mieux se servir de Internet. Je peux me tromper, mais comme je l'ai dit au départ, je me positionne comme un vendeur ou un marketiste qui est contenu. Le plus important pour moi, c'est vendre. Si je me rends compte qu'en passant par des personnes qui passent leur temps à créer de l'influence sur Internet pour se divertir, je vais atteindre un maximum de clients. Pour moi, c'est un avantage. Je dirais jamais que c'est une mauvaise chose. Maintenant, quitte à celui qui me suit ou alors qui suit cette personne qui m'aide à avoir ses clients, de capitaliser son temps et de faire la part des choses. Je crois que j'en ai terminé. Sans toutefois te couper la parole, je pense que le mot que tu as lâché dernièrement, c'est ça le mot, en fait, capitaliser son temps. Donc, c'est clair que si je parle de Fiao et de Grand P, ça veut dire que je me suis familiarisé également à leur monde. Et je ne peux pas nier que j'ai au moins 30 minutes de divertissement par jour dans mon programme. Mais tout est question de référenciation. C'est-à-dire, quand Edoki Yao crée le contenu et il attire les vues pour gagner son argent, ce qui est clair, c'est une bonne chose pour Edoki Yao. Mais pour une tierce personne, un étudiant qui, par exemple, qui passe tout son temps à suivre Edoki Yao, quand il quitte Edoki Yao, c'est Bravador. Quand il quitte Bravador, c'est Mansour Le Guinsen. Vous voyez, il passe tout le clair de son temps à faire le tour des comédies sur le web. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça que nous dénonçons en fait. C'est-à-dire, quel est l'apport? Sinon, le fait de rire aux éclats, quel est l'autre apport qu'en regardant les contenus de Edoki Yao, qu'est-ce que cela t'apporte? C'est ça la vraie question. Donc, ne te mets pas du côté de Edoki Yao, parce que du côté de Edoki Yao, elle gagne des choses. Du côté de ceux qui créent les contenus, ils gagnent des choses. Maintenant, du côté de toi, en tant qu'apprenant, en tant qu'un usager qui ne crée pas de contenu, comment tu arrives à tirer profit de la situation. Donc, dans ces conditions, il est clair que si tu, par exemple, tu parcours des bibliothèques en ligne, tu fais ceci, tu fais cela, ça t'apporte quelque chose. Si tu fais ton e-commerce, comme Sylvain l'a souligné dans sa présentation, ça t'apporte quelque chose. Donc, tout est question de point de vue, c'est-à-dire de quel côté tu te situes, quel est l'apport que cela t'apporte, cela a pour toi. Voilà. Nous n'allons pas élonger, nous n'allons pas épiloguer sur la question, nous allons aussi laisser la possibilité à d'autres de se prononcer là-dessus. As you hear the question in English, I don't know if Eri or Takashi-san have something to add as answer to the question of Nelson, which is about the internet in Africa. Is it like a is internet surprising people, African people, or do we need what kind of behavior do we need so that we can make good use of digitalization in Africa in general? Ok, Monsieur Naodo, elle veut parler. Je vais passer la parole à Fulbert. Ensuite, s'il n'y a plus de questions, Eric prendra la parole pour conclure et certainement prendre la photo de famille. Ok, j'ai la parole, c'est ça? Oui, la parole. Oui, bon, je crois que Tobi avait tout dit, donc c'est un peu plus la je vous laisse toujours répondre dans le sens. Prenons un exemple simple, quelqu'un qui est un chômeur, il n'a pas une compétence particulière, il a quand même son 500 francs et puis il passe tout son temps à scroller
just for love sur Facebook, il rit à longueur de journée. Alors qu'avec ces mêmes mégas, il peut apprendre à faire la pâtisserie, il peut apprendre à faire la décoration, il peut apprendre plein de choses et vendre ses compétences. Donc, pour celui qui fait le contenu, d'ailleurs dans ma présentation, j'ai présenté l'industrie du divertissement en Afrique comme étant une forme d'exploitation, en tout cas d'exploitation des atouts apportés par la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Je ne peux pas venir par la suite renier ça. Quelqu'un comme les Steve Barr, les gens qui font, pour eux, ils se font du fric, ils se font vraiment beaucoup d'argent et nous les encourageons dans une certaine mesure. De l'autre côté, il faut dire aussi que la vie n'est pas que divertissement, c'est aussi travail. Donc, tu ne dois pas passer à longueur de journée en train de voir des images, alors que c'est même méga que tu gaspilles, ça peut te permettre d'apprendre, de te former et de te vendre plus cher qu'avant. Merci. Ok, merci Fulbert. S'il n'y a plus de questions. Just a minute. We are moving to the end. If you have anything to say, you will just raise your hand and speak. Otherwise, we will have like final shot and we will say bye bye. Once more, we apologize for extending the time because of some things we don't plan exactly. You know, we are learning. We are still learning. So yeah, just forgive us. In Japan, it's actually about to be 2 a.m. So thank you for your effort. We appreciate, and yeah, of course, next time if you want to join anything, I'm always happy to share my experiences from Japan. So if Japanese people are around, I am confident because I make sure that I'm not talking like in a bad way. So that's why we invite you, and we really appreciate your effort in attending this webinar. If you have some encouragement to say to the Informatique Sans Frontières, which means computer science without borders, like software without borders. This is the basic translation of Informatique Sans Frontières. Software without borders, so from Japan to Chad, going through Ivory Coast, Cameroon, and so on. We are all pushing, we are all helping so that the digitalization has a meaning for African people, basically. So this is the purpose of the webinar. So thank you once more. Togi-san, thank you very much. And I'm sorry for my poor French. I cannot answer any of the questions in French, but please tell them. N'hésitez pas de me contacter. J'ai écrit mon email adresse sur le chat. Thank you. Okay, Togi-san. Hi. Nice to see you again, and thank you very much. I'm so sorry for leaving here. And just I'd like to say one word. Thank you very much for this webinar opportunities. And I'd like it was more than better if I could join that discussion, but it is really great opportunities for me to see the discussion itself. And as for the internet behavior, we also think about the internet ethics as you said. And in university also we try to find how we can try to behave in a good way, and then because we need to do this kind of discussion or classes in the universities, because of the COVID-19. So we also try to what is the best way to have the opportunities to using
internet, and what is the good behaviors for us, especially in the university, what is the good behaviors to attend the class or something like that. So I'd like to discuss more in the future with you. So thank you very much for these opportunities. And then I'd like to invite you to my class. Sure. Yes, thank you very much. Okay, thank you. So last, maybe you should turn on your camera so that we can have a final shoot. Photo de famille. Donc, activez vos caméras, qu'on voit vos visages. Voilà, le joli visage de Neptune qui s'affiche avec un joli bâtiment à l'arrière-plan. Ok? Vous êtes prêts? Voilà, je vais filmer avec mon téléphone. Hein. Je ne connais pas encore tous les détails pour faire. Je ne suis pas connecté avec le téléphone, donc je ne peux pas faire un screenshot. Ok. Ready? Yeah. Okay. Cheers. Okay. Thank you. Thank you very much for attending and see you next time. Bonne nuit à nos amis japonais. Oyasuminasai. Good night. Voilà. Bonne nuit à tous. Merci d'être là. Bonne vendredi nuit à toi. Merci. Merci, bonne nuit à vous. Bye bye.